J'étais en culotte courte et quand je n'avançais pas trop vite, le papa Dubois, avec ses pognes, prenait de quoi me taper pour que je puisse avancer, quoi. Mais enfin, bon. Ouais, ça marchait droit. Chez moi, hein, ça marchait droit et j'en ai souffert. C'est pour ça que j'ai une mère, quand je parle d'elle, Marie, eh bien, je lui dois tout. Elle m'aidait à affronter un petit peu les orages du papa. Avant que le père Dubois ait fini de mastiquer, eh bien, elle était là et elle pleurait avant moi. Donc à la maison, tout était interdit. Alors c'est étonnant que j'ai suivi une voie qui est complètement opposée à celle du papa. J'avais mis un peu mon doigt sur la carte du monde et je me suis dit, je veux aller en Amazonie. Pensant vivre d'aventure, il fallait quelques moyens financiers. J'ai fait un apprentissage de commerce dans la banque. Et à la fin de cet apprentissage, je préparais déjà mon Amazonie. Je touchais un salaire et cet argent m'a permis de mettre de l'argent de côté. Vivre d'aventure, c'est une chose, mais j'avais des comptes à régler avec la planète. Moi, le petit Dubois voulait non seulement se frotter à l'Amazonie, mais je savais qu'il y avait d'autres peuplades ailleurs, toutes aussi passionnantes, mais il faut reconnaître que ces Indiens ont marqué le début de ma vie d'aventurier, d'explorateur. C'est eux qui m'ont appris la vie dans la jungle, avec les chamans, avec les esprits, avec les bruits, les odeurs. J'avais mon kalembe, la tenue du tissu rouge sur le sexe. La forêt était encore, pour ainsi dire, intacte. Tout était vierge. On avait chassé, j'étais heureux. On était en pirogue en train de descendre. Tout d'un coup, je vois déboucher une pirogue. Oh, là, puis il y avait deux blancs à l'intérieur, très bien. Et ces hommes arrivent vers moi, ils font le tour de notre propre pirogue, ils m'attrapent la main arrière et ils mettent les menottes. Comme quoi j'étais un espion. Oh, quoi? Moi, espion? Et ces deux hommes étaient en train de casser quelque chose que j'avais préparé pendant des années. Tout s'effondrait. J'étais interné, fermé au quartier général des forces armées brésiliennes. Et il y a bien un général, un chef. Et il fallait que je puisse parler à quelqu'un. Quand j'ai pu voir cet homme, il m'a dit « Pierre, mais t'es pas espion, c'est pas possible.
Et l'histoire est redevenue normale. Et j'ai pu revivre l'aventure folle que j'avais connue à peu près un mois auparavant. Alors au retour, complètement métamorphosé par ce que je venais de vivre, il m'a fallu des mois pour retrouver une vie, je ne vais pas dire normale, car je n'avais plus de vie normale. Évidemment, je suis allé retrouver d'abord ma mère, qui n'en revenait pas parce que pas de radio, pas de téléphone, un courrier pendant 13 mois. J'avais apporté des orchidées au jardin botanique. Je leur dis voilà, j'ai dans ces sacs en plastique des orchidées qui viennent d'une grande partie du bassin amazonien. Voilà Pierre, Maxillaria villosa. Elle a un nom maintenant, cette orchidée. J'ai retracé un peu son parcours. C'est vrai qu'au quotidien, je voyais toujours Dubois écrit au crayon sur une étiquette. Je n'avais jamais réussi à faire le lien avec toi. Et puis grâce aux inventaires, j'ai reconstitué un peu ce qui s'était passé avec cette plante. Donc il semblerait que dans les années 70, en 1973, tu sois passé par le jardin botanique sans savoir que tu venais. Je l'ai multiplié il y a quelques semaines. Et puis, la voilà. Elle est là, en face de nous. En plus, elle est en fleurs aujourd'hui. Voilà. Oh là là. Sinon, c'est un petit peu de ma personne que tu me donnes là, en quelque sorte. C'est vrai? Ouais. Tu crois à ça? Il faut la sentir, surtout. Ah ouais? Voir si elle dégage encore son parfum. Si. Ah ouais, extraordinaire. Ouais, c'est fort, c'est sauvage. Comme ma vie. Je suis l'épouse d'un drôle de mec. Moi, je m'étais dit, avant de me marier, je veux voyager. Parce que j'avais fait des études assez longtemps. Et puis, quand Pierre m'a proposé de faire des voyages insolites, aventureux, j'étais partante, hein, parce qu'en fait, j'avais peur de rien. Comme lui, j'avais peur de rien. Au lieu d'aller bronzer en été au soleil, Pierre m'a proposé de faire des raids en 2 chevaux, de Paris à Kaboul. Et c'était le début de nos aventures ensemble. C'était dur, dur, dur. L'Afghanistan en 2 chevaux, c'est long. On a fait 19 000 kilomètres en 1 mois. Et comme c'était un raid automobile, ceux qui n'arrivaient pas dans les temps, ils étaient éliminés de la sélection. Il n'y avait plus de route, il n'y avait plus de pont, il y avait des 2 chevaux qui étaient tombés dans des rivières. Enfin,
il y a eu des drames, quoi. Il y a eu des drames, il y a beaucoup d'équipages qui ont dû abandonner. C'était de la folie, quoi. On était morts, morts, morts. Alors, à un moment donné, on a décidé de se marier. Et puis, moi, je pensais qu'on allait aller à Venise, hein. Comme tous les jeunes mariés, romantiques et tout. Eh bien, pas du tout. Ils m'ont emmené en Amazonie, en Guyane française. C'est tout à fait différent de Venise. Pendant ces expéditions, je faisais surtout de la photo. Je prenais le son. Et je secondais Pierre pour tout le reste, quoi, dans toutes les prises de vue et tout ça. Eliane a participé à toutes les expéditions. Elle avait les qualités de vivre en ayant mis au monde quand même 2 filles. On se complétait, ah ouais, et voilà, elle m'a permis de me réaliser. Pendant 30 ans, j'ai tourné en 16 mm. Ceci est obsolète aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà comment on travaillait à l'époque avec cette technique ancienne. Il n'y avait rien d'autre, je précise. Et voilà, la technologie était ainsi, et j'avais des projecteurs, j'en avais une quantité là. Ces derniers moments que nous partageons avec les Yanomami sont idylliques. C'est néanmoins depuis là qu'un naufrage va se jouer. Les conquistadors ont aussi emprunté ce passage pour aller chercher de l'or et découvrir les terres. Tout de suite, regardez ce que notre chemin de l'Eldorado va nous réserver. Un temps, j'allais dans beaucoup d'écoles, là, vous allez venir, mais comme j'ai toujours commenté mes films en direct, les élèves, vous voyez, m'asseoir à une table à côté de l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce projecteur, cette pellicule? Et 2 minutes après, le silence total s'était installé dans la salle et les gars suivaient. On dit croyait que c'était enregistré et en réalité non. Une manœuvre de repli mal négociée nous emporte dans le plus mauvais passage des rapides. C'est la catastrophe. Alors que le naufrage se joue, il me revient à l'esprit cette phrase du chaman Yanomami. Cette région est dangereuse, elle n'est plus sous notre contrôle. Dans le malheur, nous sommes vivants. Après avoir regagné la berge, sauvé une caméra, je peux tourner les quelques images que voici. Il faut agir vite, très vite, décoincer le pneumatique prisonnier sous l'eau des éléments. Par une chance providentielle, le bateau n'est pas crevé. Il faut le remettre en état et charger ce que nous avons réussi à sauvegarder. Voilà, original, Nuba-de-Ko, Sud-Soudan, la plus belle tribu du monde. Nuba-de-Ko, des guerriers, 2,20 m de hauteur, grand, beau et fort. Unique au monde, l'histoire de cette peuplade. Un jour, Pierre me dit, il y a une tribu extraordinaire en Afrique. Ce sont les Nuba. On va y aller. Et enfin, on est arrivé chez les Nuba. Et la première chose que je vois, c'est un homme entièrement nu, assis sur sa vache. Alors, je m'attendais à quelque chose de spectaculaire, mais je ne m'attendais pas à une tribu qui vivait encore comme au 19e siècle. Là.
les arbitres interviennent pour empêcher les combattants de se blesser trop gravement ou mortellement. Les combats sont de plus en plus violents, de plus en plus sanglants. Les arbitres peinent à séparer les belligérants les plus acharnés. Les Kaddoundors attendent, assis, fébriles, tête courbée vers le sol, détournant le regard de ces magnifiques jeunes filles qui leur témoignent leur admiration et leur passion. À un autre moment, les tambours s'arrêtent, les filles se déplacent et elles vont mettre leurs jambes sur l'épaule d'un combattant comme si elles le désignaient ou qu'elles l'honoraient, comme une louange parce qu'il a été valeureux. Les rendez-vous intimes auront lieu, mais plus tard, dans la nuit, à l'abri des regards. Les jeunes pourront alors savourer leur liberté sexuelle avant de s'engager. L'histoire veut que l'homme n'est pas si bon que ça. Le religieux, encore moins. Ils ont essayé de déplacer ces peuplades. Si un homme ou une femme sortait du clan à poil, était tué. Ils y ont mis l'armée. Ils les ont déplacés dans le désert de Nubie, tout en haut. C'était le début de la fin de ces ethnies de rêve, uniques au monde. Voilà l'histoire terrible de la fin de cette peuplade de légende. Les films ethnographiques, ça intéresse une minorité. C'est pas le grand public. Je pense que maintenant, dans notre civilisation, on s'éloigne de plus en plus des peuples autochtones. Il n'y a que des spécialistes qui font des recherches, qui documentent. Mais maintenant, les gens, ça leur fait peur. On est tellement éloignés de ces modes de vie traditionnels qu'ici, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent plus comprendre ça. Et même qui ignorent que ça existe. La seule manière de vivre d'aventure, c'est d'arriver à voir un film, qu'il soit bon, et de pouvoir accéder aux circuits extraordinaires qu'ont été les circuits de connaissance du monde. Juste après la guerre, c'était mis sur pied. Des Cousteau, Bombard, Haroun Tazieff et toute cette équipe ont fondé connaissance du monde. Et j'en faisais partie, il y avait un Suisse, c'était moi, et c'était la gloire. On allait partout, dans les pays francophones. Les écoles achetaient nos films pour pouvoir... Donc tout ça nous permettait quand même d'avoir de l'argent, et on vendait du matériel. Donc tout marchait d'une façon presque parfaite, ce qui m'a permis de vivre de ça. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, pour attraper cette jeunesse qui ne court pas les salles obscures, c'est pas évident. Cela ne m'empêche pas de repartir ailleurs, même si je n'arriverai pas à exploiter tel ou tel sujet. Ça fait rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en témoigner par nos images avant qu'ils disparaissent.
J'ai tourné 15 films en 16 mm, et donc tout ça a été numérisé, plus tous les autres. Ça doit bien être une 50aine d'expéditions de par la planète Terre. Puisque j'ai perdu beaucoup de temps jusque-là à tourner, donc j'avais pas trop le temps de monter les films, les nouveaux. Donc maintenant, j'essaie de rattraper le temps perdu, non seulement au niveau des images, mais aussi au sujet de l'écriture aussi. Ensemble, nous partons arpenter les étendues sauvages entre beauté, rudesse de la nature sibérienne qui va nous réserver bien des surprises. Gamète aux commandes comprend que la glace lui rappelle de mauvais souvenirs. Le froid, moins 35 degrés, qui peut descendre à moins 45 degrés Celsius, voire plus, notre habitacle est sans chauffage, tout cela nous inquiète. Très rapidement, nous sentons monter une peur non palpable. Un drame va se jouer. À un moment donné, on a senti une sorte des cassures de débâcle. Et l'engin plonge dans l'eau. Voilà. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Alors je regarde Gamète, qui est le guide, et il commence à m'insulter. Tu voulais de l'aventure, eh bien, tu en as maintenant, nom de Dieu. Gamète me demande de sortir de l'habitacle. Il me dit, tu vas marcher, mais je suis dans l'eau. Et puis, à un moment donné, la glace deviendra dure. Avec le pic en biais, je commence à creuser un trou. Et il me donne le câble. Et avec son treuil, le câble se tend. Et je vois l'engin se dresser comme un cobra. On entendait encore la glace s'effriter, se casser, mais elle nous laissait passer. Minimum 1.5 mètres. Et toujours le froid dans l'habitacle. Oh là 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 là. Allons-nous enfin rencontrer les éleveurs de rennes? Cet homme il faisait passer, de par son visage, ses yeux et sa main qui ne me lâchaient pas, sa joie de rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'était par les ondes de nos deux mains, on se secouait les deux, toutes les mains. On ne se parlait pas parce qu'on ne se comprenait pas. On regardait les rennes et lui et moi étions heureux. Cette scène permet d'obtenir de la farine. Dans cet arbre, le sagoutier, il y a des vers, des gros vers blancs, c'est leur nourriture. C'est un délice, c'est comme si c'était un morceau de chocolat. Donc là, grand moment dans mes explorations de Papouasie. J'ai ces hommes qui ont été un grand choc pour moi parce que ce sont des tailleurs de pierre. Ce bruit, cette clameur, quand il réussit à façonner sa pierre.
c'est plus que de l'admiration. C'est exceptionnel que ça se perpétue. On va sur la Lune, mais là, ces gars, à l'âge de la pierre. Je me lasse pas de voir ce que j'ai filmé. Indépendamment des peuplades, je me suis intéressé aux volcans. J'ai commencé par quelque chose d'assez proche. Je suis allé aux îles Éoliennes, d'où un des 7 volcans, le Stromboli. Et je me suis approché de ce volcan et je suis resté là-haut plusieurs jours. Et c'était les débuts de ma connaissance et de ma formation et de mon apprentissage par rapport au volcan que de vivre auprès de ce Stromboli. J'avais pu observer, escalader, survoler 26 volcans. Sur la Terre et sous la mer, il existe à peu près 15 000 volcans. Sur ces 15 000 volcans, un seul est différent des autres. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a des explosions légèrement noires, cette lave noire, lorsqu'elle arrive au contact de l'air, devient blanche. On appelle ça de la carbonatite. Et ce seul volcan au monde s'appelle le Longai et il est situé sur le territoire des Maasai. En redescendant de ce Longai, au pied, qu'est-ce que je découvre? Un Maasai. Et ce Maasai, en anglais, il me dit, venez, on l'a suivi, tac, tac. Une demi-heure après, on arrive dans le Boma, son petit village. Donc notre Maasai qui nous a permis d'arriver là s'appelait Olepelo. Et puis là, on a sympathisé avec un chef tribal hein, qui était content qu'on s'intéresse à lui et à son peuple. Hein. Et puis comme Pierre est curieux de tout ça, il lui a dit, est-ce que je pourrais revenir te voir? Et si je reviens, est-ce que tu m'autorises à te filmer, toi et ton peuple? Et puis le Maasai, il lui a répondu, si tu viens, si tu reviens, je t'accueillerai comme un frère. Alors Pierre, il était trop content. C'était une nouvelle aventure qui commençait. Il fallait que pendant mon séjour là-bas, je puisse tourner des images. Et prendre une image ou filmer, c'est interdit. Le Maasai n'accepte pas ça. Eh bien, étant dans les très bons papiers d'Olepelo, étant devenu son frère, il m'a permis de pouvoir tourner des images exceptionnelles. Il y est allé pendant 15 ans de suite
pour filmer tout le cycle de vie des Maasai. J'y suis allée au début et après j'ai cessé d'y aller. J'ai cessé d'y aller parce que il allait trop souvent, quoi. Je peux pas tout le temps laisser les enfants aller avec lui. Donc on avait quand même une vie de famille. Il faut absolument que je puisse montrer ce film aux Maasai, les principaux concernés et ceux pour qui la porte de leur vie m'a été ouverte. Je suis tout seul. Non seulement ce que je fais le soir, mais je mets de l'ordre dans cette masse de documents. Et il faut absolument que ça aboutisse, autrement j'en serais malade. Voilà, c'est encore un vœu qu'il faut que je réalise, montrer ces images, car sans mon frère et sans cette peuplade, je ne serais peut-être pas l'homme que je suis aujourd'hui. Pendant des mois, je vais être intégré à tout ce qui compose la vie secrète de ces hommes, captivants et totalement hors du temps, surnommés arbitrairement tueurs de lions et buveurs de sang. Au pied de ces collines, témoins immémoriaux des passages quotidiens des troupeaux, ce peuple pasteur conduit le bétail au point d'eau isolé et au maigre pâturage. Ce chant grave et profond raconte la vie dure mais harmonieuse de ce peuple relié en permanence à la terre-mère et à leur dieu Angai. Du matériel, j'en ai. Des objets, j'en ai. Des images, j'en ai. Mais si, faut tout donner au musée, allez. Je ne peux pas donner ce que j'ai sans une compensation. J'ai dit à mes filles que quoi qu'il arrive, on ne donnera jamais quelque chose de ce que j'ai pu apporter ici. Je leur ai dit, vous, au cœur, au milieu du jardin, vous y mettez le feu, la pirogue en premier, ma vie en entier, vous mettez le feu à tout ça. Si tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a ramené de nos voyages, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a filmé, si tout ce qu'on a dans cette maison n'intéresse personne, hein, il préfère y mettre le feu. Voilà son raisonnement. Je pense que pour moi, tout est plus difficile que pour Pierre, parce que j'ai pas son physique et j'ai pas son entraînement non plus. Et puis, comme je dis toujours, les années passent. J'ai aussi envie de faire de la place à autre chose. Hein. J'ai aussi envie de, ouais, d'avoir du temps pour faire d'autres choses que de partir à l'aventure. Hein.
avec l'âge, j'aime aussi avoir des moments plus doux. Il est insatiable. Il veut continuer, continuer, continuer. Je n'arriverai pas à le faire s'arrêter. Impossible. Je suis tellement bien dans mon univers que je n'ai pas du tout envie de m'arrêter sur une si belle lancée. Ah non, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Je ne veux pas me reposer. Oh, c'est absolument formidable. Il y a une trentaine d'années, j'étais là-haut. Ouais. Oh là là. Le feu de la terre, le son de la terre, et de suivre la vie des Maasai, c'est